Ibrahim Maïga, bonjour. Bonjour. Vous dites que les officiers putschistes de 2021 ont bénéficié d'une forte adhésion populaire. Pourquoi? Alors, dans ce rapport, nous avons le sentiment à ICG, à International Crisis Group, que le pays est à la veille d'un tournant, d'un véritable tournant, que ce n'est pas simplement un accident de parcours. Le souverainisme à la malienne est populaire pour deux raisons principales. La première, sa force d'attraction est liée, intimement liée au dysfonctionnement du modèle démocratique jusque-là dominant, mais qui a échoué à améliorer le bien-être des populations maliennes. Ensuite, le souverainisme s'est opposé aussi à un phénomène bien réel avec lequel de nombreux Maliens, y compris intellectuels, étaient en profond désaccord. La dépendance du pays vis-à-vis de puissances extérieures, en particulier la France, à l'ancienne puissance coloniale. Et vous dites que l'implication de la Russie dans ce tournant souverainiste de Bamako est indéniable? Oui, nous constatons des actions de la part de certains acteurs extérieurs, y compris de la Russie, pour promouvoir ce discours souverainiste. Mais au fond, ils l'amplifient, ils ne le créent pas. Ce sont les acteurs maliens, les acteurs locaux, les acteurs nationaux qui créent ce discours souverainiste. Les acteurs extérieurs ne font au fond que l'amplifier. Oui, vous écrivez que les vidéomanes maliens sont invités à Moscou, mais que quand ils rentrent à Bamako, ils ont plus d'influence que les activistes panafricains comme Kémy Séba. Alors, ce qu'on a documenté dans ce rapport, c'est que oui, des vidéomanes, donc des activistes maliens qui ont une certaine popularité, sont invités à Moscou et reçoivent des formations, un appui technique, voire même un appui financier. Et ce sont ces acteurs-là, au fond, qui ont une vraie audience auprès des populations maliennes, puisque les vidéos, les émissions que ces vidéomanes animent se font principalement en bamanakan, qui est la langue la plus parlée au Mali. Et donc oui, on a à côté de ces activistes maliens, de ces vidéomanes maliens, des activistes comme Kémy Séba, comme Nathalie Yam, qui relaient abondamment ce discours souverainiste sur différentes plateformes et différents réseaux sociaux, mais au fond ont très peu d'écho au Mali et sur le terrain. Et vous dites que par rapport à la Russie, le Mali est moins dépendant que la République centrafricaine. Pourquoi? Alors, ce qu'on explique, c'est qu'il nous semble que le partenaire russe a moins de présence, une présence moins visible au Mali que ça ne l'est en Centrafrique, y compris dans la sécurité présidentielle où on retrouve les Russes en Centrafrique, par exemple. C'est un élément de distinction assez frappant entre la situation au Mali et la situation en Centrafrique. L'autre élément qu'il faut aussi souligner, c'est que même si le partenaire russe accompagne les FAMA sur le terrain, on voit sur les images, dans les offensives qui sont menées, une présence très forte des forces armées maliennes, à la différence souvent de ce qu'on peut constater et voir en Centrafrique. Et sur le terrain militaire, vous dites que les paramilitaires russes ont deux avantages sur les militaires français. Lesquels? Alors, une présence d'abord discrète. On est très loin de la médiatisation de la force française Barkhane. Au contraire, les autorités maliennes continuent encore aujourd'hui à nier le fait que les paramilitaires russes soient sur le terrain. Ils préfèrent parler d'instructeurs russes qui soutiennent les FAMA, mais qui ne participent pas directement au combat sur le terrain. Donc, cette invisibilisation de la présence russe est un premier avantage. Ça permet à un régime qui a assis sa popularité sur la souveraineté du pays de se montrer comme le garant de cette souveraineté. Le deuxième avantage, c'est que c'est Bamako aujourd'hui qui dicte la cadence. On le voit bien, ces paramilitaires russes, même s'ils sont au Mali, on parle des milliers, de 1500 au plus fort de leur engagement dans le pays, ils sont au service d'une stratégie définie par Bamako, par les autorités maliennes. Kidal est un objectif militaire, politique défini par les autorités maliennes. Donc la stratégie de reconquête, la stratégie politique, la stratégie militaire aujourd'hui est définie non pas conjointement à Paris, à Bamako, à Moscou, à Bamako, mais avant tout à Bamako par les autorités maliennes. Et vous ajoutez que les paramilitaires russes n'ont pas de règles d'engagement contraignantes comme les Français car ils ne se préoccupent pas des conséquences de leurs actes sur les civils. Alors, on voit, oui, effectivement, il y a des rapports des organisations de défense des droits de l'homme qui documentent des violations assez graves contre les populations civiles, des violations qui sont niées par le régime malien, qui sont réfutées par les autorités maliennes. Alors, toujours sur le plan militaire, vous soulignez que la reprise de Kidal en novembre 2023 a été pour Bamako la revanche de la débâcle de mai 2014 dans cette même ville de Kidal. Mais vous ajoutez que pourtant les FAMA, les forces armées maliennes, ne sont pas arrivées à endiguer le conflit. Pourquoi? Alors tout simplement parce que la situation sécuritaire, même si elle semble s'améliorer dans certaines grandes villes du nord et du centre du Mali, elle reste très précaire dans les zones rurales où se concentre une grande partie de l'activité des groupes à la fois djihadistes et rebelles aujourd'hui. Et donc oui, un territoire aussi vaste que le Mali, il est très difficile pour les FAMA, même soutenus par la Russie, de le contrôler en si peu de temps. Et c'est la raison pour laquelle nous exhortons les autorités maliennes à subordonner cette reconquête militaire, cet engagement militaire à une stratégie politique qui peut commencer par un dialogue avec les groupes armés, notamment de la rébellion.
Vous rappelez le fait que les militaires maliens et leurs alliés russes ont subi de lourdes pertes face au groupe séparatiste à Tinzaouaten au mois de juillet. On se souvient qu'un officier ukrainien a révélé à ce moment-là que son pays aidait les groupes rebelles. Quelle est la nature de ce soutien de l'Ukraine? Alors, la nature est assez floue. Effectivement, on a cette déclaration de cet officiel ukrainien, mais en réalité, on a très peu d'éléments probants. On peut tout au moins voir une convergence d'intérêts entre l'Ukraine qui combat la Russie en Europe et le CSP à l'époque qui combattait les paramilitaires russes sur le terrain malien. Alors vous appelez à une reprise du dialogue entre Bamako et les groupes séparatistes, mais il y a quelques jours, ces groupes se sont réunifiés sous la bannière du FLA, le Front de libération de l'Azawad, qui se fixe comme objectif l'indépendance. Est-ce que le dialogue n'est pas jeté aux oubliettes? Alors le dialogue est clairement l'option aujourd'hui la plus difficile à réaliser sur le terrain, mais le retour de la revendication indépendantiste n'est pas une surprise. Cette revendication avait été mise en sourdine grâce en très grande partie à l'accord d'Alger. Puisque ce cadre n'existe plus, les groupes armés l'ont remis sur le devant de la scène. Je pense que ça fait partie des techniques de négociation. Alors évidemment, la situation est beaucoup plus compliquée qu'il y a quelques mois, surtout après la frappe ayant conduit à la mort de près d'une dizaine de cadres de haut rang du Front de libération de l'Azawad. Cette frappe représente certes un coup dur pour la rébellion, comme l'a été d'ailleurs la reprise de Kidal en 2023, mais elle est loin de mettre fin au conflit. Les autorités maliennes devraient profiter de la position de force qu'elles ont aujourd'hui pour mettre cet engagement militaire véritablement au service d'une stratégie politique et d'une véritable reprise du dialogue avec les groupes armés. C'est à ce prix-là qu'elles parviendront à pacifier le pays et pas simplement avec l'action militaire. Vous dites que la reprise de Kidal, il y a un an, a donné aux officiers putschistes un surcroît de popularité à Bamako, mais que cette popularité risque aujourd'hui de s'effriter, y compris dans la capitale. Pourquoi? Alors oui, clairement, la reprise de Kidal a donné une popularité qui était déjà en souffrance à cause de la situation économique très précaire, difficile dans le pays, en particulier à Bamako avec les coupures d'électricité. Ces conditions socio-économiques détériorées n'ont pas disparu. La situation économique continue de se détériorer, de se dégrader. La situation sur le plan énergétique n'est pas encore résolue. Donc oui, il y a des véritables priorités auxquelles les autorités maliennes font face en dehors du théâtre militaire et du théâtre sécuritaire. Et donc, si elles veulent maintenir cette popularité qu'elles ont acquis en si peu de temps et qui leur permettent aujourd'hui de gouverner sans élection, elles devront à un moment ou à un autre faire face à ces enjeux-là qui affectent considérablement le quotidien des Maliens, que ce soit à Bamako ou à l'intérieur du pays. D'où votre recommandation de renouer avec les grands partenaires internationaux, y compris occidentaux. Oui, absolument. Renouer avec les partenaires financiers, notamment occidentaux, permet de redonner des marges de manœuvre et des moyens d'investissement à l'État malien. C'est des moyens qu'il a perdus à cause de la brouille avec certains partenaires occidentaux, avec certains partenaires financiers. Nous estimons que le message sur la souveraineté qui a été porté par les autorités maliennes est aujourd'hui passé. Maintenant, le temps est venu d'avoir des relations rénovées, des relations apaisées avec ces partenaires pour retrouver des marges de manœuvre, des marges d'investissement et pour relancer l'économie du pays. Oui, mais Bamako est allé assez loin dans les mots contre Paris. Est-ce qu'une réconciliation est possible entre ces deux capitales? Effectivement, une réconciliation à court terme entre Bamako et Paris semble aujourd'hui difficile. Ce que nous disons dans le rapport, c'est que Bamako devrait pouvoir renouer avec certains partenaires occidentaux, pas forcément Paris, puisque la relation avec Paris est quand même assez particulière. Nous pensons à d'autres pays européens, d'autres pays occidentaux qui ont jusqu'à présent montré leur bonne volonté à continuer à coopérer avec les autorités maliennes. On pourrait citer l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres pays. Le limogeage du Premier ministre Choguel Maïga, il y a 2 semaines, est-ce que c'est le signe que des divisions apparaissent dans le mouvement souverainiste malien? En vérité, beaucoup d'observateurs ont été surpris par la longévité du Premier ministre Choguel Maïga, la plus mature. Alors, évidemment, le fait que le Premier ministre ait été, d'après ses propres termes, mis à l'écart de la gestion de l'État, c'était quelque chose qui n'était pas tenable dans la durée. Et donc, oui, c'est une division au sein du camp souverainiste si on estime que le camp souverainiste jusqu'à présent est incarné à la fois par le M5 et par les militaires du CNSP. Le M5 qui est le mouvement dirigé par Choguel Maïga. Dans votre rapport, vous vous inquiétez de la dérive autoritaire des autorités maliennes qui rétrécissent l'espace civique. Est-ce que cette dérive peut provoquer des divisions au sein du camp souverainiste ?
Certains acteurs politiques souverainistes de la première heure sont aujourd'hui incarcérés, sont en prison, détenus depuis plusieurs mois. Et oui, ces restrictions ont clairement constitué des motifs de tension entre, d'un côté, les militaires et de l'autre, leurs alliés politiques et de la société civile. Ce que nous disons d'ailleurs dans le rapport, c'est que les autorités maliennes, plutôt que de renoncer au souverainisme qui semble avoir clairement des vertus et énormément d'avantages à leurs yeux, devraient procéder à un ajustement, y compris en rendant ce souverainisme beaucoup plus inclusif, ce qui signifie concrètement un apaisement du climat sociopolitique, des gestes plus forts en direction de la classe politique et de la société civile, et donc bien évidemment le respect des droits civils et politiques de tous les acteurs sur le terrain politique au Mali. Donc vous appelez à un souverainisme plus humain? Nous appelons à un souverainisme plus équilibré, plus ouvert, plus inclusif, qui permet non seulement aux autorités maliennes qui jouissent d'une certaine popularité dans le pays de poursuivre les réformes qu'elles se sont assignées, mais aussi que ces actions-là soient le plus consultatives possible, que l'ensemble des acteurs politiques de la société civile soient associés à cette démarche. C'est à ce prix-là aussi que les autorités maliennes feront du Mali un pays pacifié et surtout qu'elles marqueront l'histoire de leur pays. Ibrahim Maïga.